Bien, chers amis, mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver dans les circonstances que vous connaissez. Bienvenue, merci néanmoins pour votre fidélité à ce rendez-vous annuel de la littérature économique et de la pédagogie. Votre présence, malgré le contexte, et ce soutien indéfectible que vous nous apportez en dépit des circonstances inédites, et pour nous, association des anciens élèves de l'Institut de haute finance, qui organisons depuis plus de 3 décennies cet événement, le plus précieux des encouragements. Vous l'avez compris, le ministre qui devait ouvrir cette édition est retenu par les événements nombreux pour lesquels d'ailleurs le président va s'exprimer ce soir. Il m'a demandé de vous transmettre ses regrets et ses excuses. On le comprend et on le regrette, bien entendu. Dans ce contexte sans doute durable de tensions de tout type, cette nouvelle édition du prix Turgot valide plus que jamais la mission centrale que nous nous sommes donnée. Contribuer avec détermination au combat contre l'inculture économique et financière, et notamment à travers la juste reconnaissance des auteurs et de leurs éditeurs, en favorisant l'éclosion aussi de jeunes talents de cette discipline et avec le soutien de nos partenaires, dont l'action reste déterminante au plan de la réflexion comme du rayonnement de la science économique. On mesure en effet chaque jour un peu plus les ravages que produit l'ignorance de la réalité économique, les utopies qu'elle entretient dans l'opinion et dans les débats médiatiques, comme dans ce qui tient lieu de dialogue social dans notre doux pays, c'est-à-dire les dogmes et les postures. Après ce rituel de concertation sociale, le retour à la réalité est brutal et va lourdement compliquer la réponse politique aux attentes contradictoires qui sont apparues, où l'intérêt général est resté jusqu'alors le grand absent des débats. En attendant la suite de l'histoire, capitalisons sur le présent et d'abord sur cet accueil chaleureux des équipes du ministère et du ministre de l'Économie et des Finances, qui parrainent cet événement néanmoins, ce dont de surcroît dans des circonstances, et je le remercie une nouvelle fois. Pour cette nouvelle année littéraire de l'économie et de la finance, plus de 200 ouvrages d'auteurs confirmés ou de nouveaux talents ont été publiés. 150 ont été retenus et chroniqués par le club de présélection, présidé par le professeur Jean-Jacques Puchart, que je salue. C'est un travail préparatoire considérable qui facilite grandement les réflexions du grand jury. Bravo à eux. C'est dire aussi tous les mérites de cette nouvelle promotion. 5 nommés ont été retenus, dont un duo d'auteurs pour le Grand Prix de cette 33e édition. C'est en soi déjà une remarquable performance, comme celle des lauréates et des lauréats des prix spéciaux qui accompagnent chaque année cette édition que nous découvrirons à travers leur interview dans quelques minutes. Cette sélection s'est efforcée d'illustrer les principales questions socio-économiques débattues en 2019 dans le champ élargi de l'économie qui va de l'intelligence humaine et artificielle à celui du climat ou des formes de guerre économique, en s'appuyant sur la légitimité des auteurs et l'originalité de la problématique. Le président Jean-Claude Trichet n'a pu se joindre à nous ce soir. Il est retenu par ses importantes responsabilités. Il m'a chargé de vous adresser ses regrets et aux futurs lauréats de cette soirée dont il a eu à connaître tous les mérites. Ses plus vives félicitations. Dans cette circonstance, Jean-Claude Trichet a sollicité le président Michel Bon, que je salue, qui a bien voulu accepter de reprendre le collier, si je puis dire, et qui présidera la proclamation du palmarès. Cela va nous rajeunir, mon cher Michel, un petit peu. Nos remerciements et nos chaleureuses amitiés vont aussi à l'Institut de haute finance, dont je salue sa présidente, Madame la professeure Sylvie Faucheux, et le directeur général du groupe INSEC, José Milano. L'IHFI, dont la 60e promotion va s'ouvrir, est dirigée avec le talent que l'on lui connaît par notre grand ami, le professeur Philippe Dessertine, qui porte largement la notoriété de notre diplôme et du prix Turgot. Merci Philippe. Et ceci avec le précieux soutien du Cercle Turgot, avec l'impulsion nouvelle de son président Bruno Angle, dont chacun connaît le dynamisme, ainsi que de nos fidèles partenaires officiels, dont vous voyez les logos sur l'écran, enfin en tout cas vous allez les voir dans peu de temps, et qui partagent nos missions. Je voudrais enfin adresser un salut très amical
à nos amis anciens lauréats présents ce soir. Nous savons en effet tout ce que la notoriété du prix Turgot doit à leur talent. Mes chers amis, c'est un grand bonheur de pouvoir vous retrouver ici à Bercy pour partager ce moment de convivialité et d'échange qui concourt à la pédagogie et au rayonnement de la culture et de la pensée économique française, illustrée en son temps par Turgot. Et je me félicite que le prix et le cercle Turgot puissent continuer d'apporter leur pierre à ces nobles causes. Permettez-moi de conclure cette courte introduction avec Turgot, l'un des principaux concepteurs d'une politique de redressement des finances publiques. La réduction des dépenses publiques était pour lui plus qu'un principe, mais tout autant une discipline destinée à rappeler en permanence que les ressources de l'État ne sont pas sans limite, comme d'ailleurs le consentement citoyen à l'impôt. Et un jour, proche sans doute, quand les violons du bal de l'argent gratuit et du surendettement se seront tus, l'évidence de l'interdépendance des États et de la nécessité d'une vraie coordination internationale retrouveront tout leur sens, comme les leçons du baron de l'Aulne, Anne-Robert Jacques Turgot. Merci de votre attention et cette fois-ci, la 33e édition est bien ouverte. Alors, je vais maintenant passer, changer de casquette et prendre celle de M. Loyal pour donc suivre au mieux de ce que nous allons pouvoir faire le fil rouge de l'événement. Alors, de façon traditionnelle, nous présentons dans cette première séquence les nommés de l'édition. Cette présentation est faite essentiellement pour le grand public. Alors, vous savez que nous avons dû dire à 380 personnes qui s'étaient engagées à participer à cette édition que malheureusement, compte tenu des circonstances, ils ne pourraient pas être des nôtres. Donc, nous allons néanmoins, puisque cette séance est aussi enregistrée et sera mise donc sur le site du ministère, faire une brève présentation de nos nommés, de nos nominés, en leur demandant d'être très courts. Et donc, ça va être un premier exercice avant la grande récompense qui suivra. C'est dire en 1 minute 30, le message que vous avez voulu faire passer dans votre ouvrage. Et les personnes qui étaient susceptibles de vous interviewer, que vous avez peut-être eu au fil pour préparer cette édition, diront aussi un mot très rapide. Donc, je considère qu'en quelques minutes, nous aurons présenté chacun des nominés. Et donc, nous commençons donc ce format condensé par les premiers nominés qui sont en fait un duo, puisqu'on considère que l'on peut concourir dans la grande édition jusqu'à 2 personnes, jusqu'à deux auteurs. Donc j'appelle Madame Héloïse Petit et Monsieur Bernard Gazier. Sous vos applaudissements, bien entendu. Alors, écoutez, venez là. Il va falloir beaucoup improviser ce soir, je le sens. D'accord. Très bien. À vous. Merci. Eh bien, nous allons diviser par 2 équitablement notre temps de parole. Héloïse. Donc ça veut dire 30 secondes chacun. Oui, ça c'est déjà pris tes 30 secondes presque. Alors bon, je vais essayer d'être très rapide et finalement de résumer ce que je voudrais mettre en avant ce soir par le mot de diversité. Alors peut-être pas au sens des politiques de diversité, mais en tout cas au sens de la théorie économique, puisque vous le savez, si vous vous êtes posé un tant soit peu une fois l'envie d'aller chercher une expertise économique, vous êtes tout de suite arrivé sur plusieurs points de vue. Et voilà, on a ce problème de diversité des avis qui coexistent. Et donc, on a essayé face à ça, finalement, de relever le défi de garder cette diversité et donc de présenter l'économie du travail avec différents angles et différents points de vue, évidemment d'un point de vue théorique, donc en présentant sur chaque thème différents angles théoriques et en les mettant en discussion, justement, donc pour ouvrir cet espace de dialogue, mais aussi en ouvrant sur les questions empiriques, puisqu'elles sont maintenant centrales dans la discipline. Voilà. Bravo. Voilà, alors cette diversité ne veut pas dire relativisme. Ça ne veut pas dire il y a différents points de vue, vous pouvez chacun choisir celui qui vous convient, etc. Nous sommes en fait dans une démarche où il s'agit de pondérer les points de vue les uns par rapport aux autres. Et nous nous sommes rendus compte de quelque chose d'un petit peu troublant que je me permets de signaler à votre Assemblée, c'est que depuis 20 ans, et peut-être même 30 ans, il n'y a pas eu d'innovation majeure théorique, dans le domaine de l'économie du travail et de l'emploi. Une sorte de dessèchement théorique qui,
fait coexister plusieurs points de vue et qui aboutit finalement à une forme de décantation. Et c'est cette décantation que nous avons voulu mettre en évidence. Par certains aspects, les points de vue se sont un peu rapprochés, par exemple autour d'innovations récentes telles que l'économie comportementale qui semble ouvrir des pistes nombreuses de renouvellement de cette discipline. Bravo. Écoutez, vous avez respecté parfaitement le temps. Allez, je vous laisse raconter. J'ajoute que donc votre ouvrage, vous l'avez fait paraître, c'est Économie du travail et de l'emploi. Enfin, on doit le voir sur l'écran, hein, j'imagine. On nous suit là-bas. Oui, vous avez pu mettre le bouquin. Et donc, vous êtes tous les deux professeurs d'université. Jean-Jacques Puchart aurait pu dire un mot, mais tu veux dire un mot ou c'est... Oui, alors allons-y. Votre professeur Jean-Jacques Puchart étant en même temps le président du cercle de présélection du prix Turgot. Oui, je dirais très simplement, puisque le temps nous est compté, que j'ai lu avec une grande attention les 400 pages très serrées de ce remarquable ouvrage qui s'intitule Manuel. Mais je crois que c'est beaucoup plus qu'un manuel parce qu'il analyse en profondeur les grandes problématiques transversales qui sont soulevées dans le cadre de l'économie du travail, le marché du travail, l'emploi. Il y a des problématiques très originales qui sont traitées suivant une approche méthodologique qui elle-même est très originale. Donc c'est un livre qui mérite toute notre attention dans le contexte actuel très, très chahuté, notamment de la réforme du système français des retraites. Voilà ce que je voulais dire en très peu de mots. Merci Jean-Jacques d'avoir été très, très concis. Toujours. On va te retrouver tout à l'heure. Bien. Alors, nous arrivons donc au deuxième nominé. Il s'agit de monsieur Christian Gaulier qui a fait paraître l'ouvrage « Le climat après la fin du mois » au PUF. Cher ami. Merci beaucoup. Très honoré de cette nomination. Le coronavirus occupe tous nos esprits. C'est difficile de se concentrer sur le climat ce soir, mais quand même, c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. Coronavirus, c'est un problème d'externalité aussi. Quand vous ne lavez pas les mains, vous imposez un risque aux autres. Le changement climatique, c'est la même chose. Quand vous émettez du CO2, vous n'êtes pas nécessairement incité à tenir compte des conséquences de cette émission sur le bien-être des autres. Il y a une grande différence, c'est que le coronavirus, si vous faites un effort de prévention, vous allez voir tout de suite, en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, des bénéfices. Et le bénéfice sera beaucoup pour le pays dans lequel vous allez faire cet effort. Alors que pour le changement climatique, le plus gros des bénéfices de notre prévention aujourd'hui va se ressentir dans des décennies et dans des siècles. Et surtout pour le reste de l'humanité, pas nécessairement pour le pays qui va mettre en œuvre ces efforts. Et donc voilà, ce problème de tragédie des horizons temporels et spatiaux crée un vrai questionnement sur notre capacité de l'humanité, j'entends, à réaliser des efforts compatibles avec nos responsabilités envers les générations futures. Problématique d'ailleurs de responsabilité envers les générations futures que j'analyse dans le livre, notamment à travers ces problématiques de valorisation du carbone, valorisation de flux financiers, de flux de bénéfices des efforts que nous pourrions faire aujourd'hui, qui vont s'exercer sur de nombreuses décennies, ce qui pose un certain nombre de problématiques et de challenges dans le monde de l'évaluation financière. Voilà, merci beaucoup. Je suis convaincu que vous donnez envie d'acheter votre livre au plus tôt. Merci. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Alors, c'était Isabelle Job-Basile qui a quelques ennuis, je crois, avec le trafic, qui devait vous dire un mot, mais de toute façon, elle vous retrouvera au moment de la remise des trophées. Donc, merci à vous. Donc, maintenant, nous devions avoir Olivier Houdet. Tu fais passer le... D'accord. Alors, Olivier Houdet, alors, tout à fait, Jean-Bernard Matteux nous rejoint. Olivier Houdet, vous savez, va rentrer sous la coupole. Hein, il est un professeur qui va être doublement distingué prochainement. Mais je crois que ça se passe difficilement. Je crois qu'il a quelques ennuis de santé puisque cette remise sous la coupole est reportée sine die. Donc, il m'a demandé de l'excuser auprès de vous, ce que je fais. Et par contre, je vais demander à Jean-Bernard Matteux, qui est un grand spécialiste du sujet qu'a traité Olivier Houdet, l'intelligence humaine n'est pas un algorithme, chez Jacob, de nous dire ce qu'il avait pensé. Comment faire pour le torturer?
Oui, alors effectivement, bon, cet ouvrage est absolument remarquable parce qu'il donne un jour nouveau sur l'explication de l'intelligence humaine, mais je ne vais pas essayer en 30 secondes de vous le résumer. Je vais vous donner mon impression. J'ai chopé le virus, en réalité, il y a au moins 30 ans, de l'intelligence artificielle. Et donc, je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans et j'ai lu dans ce livre l'explication de ce qui se passe aujourd'hui avec cette mode qui sur l'intelligence artificielle, sur l'apprentissage. En réalité, Olivier Houdet décrit un système S1, S2, S3, qui est celui de l'intelligence humaine, avec le système S1, qui est l'intuition, le système S2, qui est la procédure, quelque chose on va dire plus de logique procédurale, et puis un système S3 qui est la décision, l'exécutif, celui de la métaconnaissance qui permet de décider si c'est plutôt la logique ou plutôt l'intuition qui doit en finale l'emporter. Eh bien, je pense aujourd'hui, je vous livre cette réflexion, que dans les entreprises, et notamment en France, on est un petit peu au milieu, il nous manque le système S3 qui va décider. Le système S2, la logique, la procédure, c'est ce qu'on faisait avant avec l'intelligence artificielle symbolique, système expert, ce que certains continuent à faire. Pour moi, le système S1, celui de l'intuition, c'est ce que la plupart des data scientists font aujourd'hui avec des algorithmes en essayant d'approcher de manière probabiliste des résultats. Et il nous manque, et évidemment ces gens-là sont aujourd'hui sur une logique qui est l'algorithme avant tout. Et il nous manque souvent dans les entreprises le système S3 qui pourrait dire non, dans certains cas, il vaut mieux faire appel à l'intelligence humaine, faire appel à la procédure, à des choses, on va dire, assez terre à terre, mais qui fonctionnent. Et puis, en dernier ressort, améliorer le résultat de tout ça, la pertinence, par l'apprentissage, le machine learning et les data science. Voilà ce que je retiens, moi, en tant que spécialiste, j'espère spécialiste, de l'intelligence artificielle, de ce livre. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Bravo. Le professeur Houdet a eu un parcours assez particulier. Il a commencé comme instituteur, il est professeur de psychiatrie, ce qui est quand même assez original. Et il m'a donné son accord pour que nous montions une conférence qui le réunira, lui, avec... ouais, j'ai pensé à tout, mais pas à ça, quand même. Et donc, qui réunira le professeur Houdet avec une personne dont on va parler tout à l'heure, Yann Lequin, vous savez, qui est le directeur scientifique de Facebook, et probablement Arthur Bretman, vous savez, qui est une jeune pousse, en quelque sorte, de la blockchain. Voilà. Alors, maintenant, nous passons au quatrième nominé, Monsieur Ali Laïdi, qui a déjà été distingué dans le passé par un prix européen, que j'ai eu le plaisir de remettre d'ailleurs, et donc qui donc a publié chez qui le veut. Quelqu'un peut me le prendre là parce que je sature. Merci. Je disais donc que le téléphone s'en va, mais le micro tombe. Et que donc, je reviens sérieux. Donc, Ali Laïdi, elle a publié Le droit, nouvelle arme, donc c'est très sérieux, nouvelle arme de guerre économique chez Actes Sud. Et je vous passe la parole, ou je te passe la parole, pour nous dire un petit peu le message principal de cet ouvrage. Alors en fait, bonjour, le message principal, c'est celui que je porte, enfin que j'essaye de porter depuis 25 ans que je m'intéresse, que je fais du terrain sur la guerre économique, c'est tout simplement de participer à la relance de la réflexion stratégique sur les problématiques d'affrontement économique. Je pense qu'il y a des confirmations qu'on voit tous les jours à Paris, à Bruxelles, à Berlin, qu'on a été assez naïfs sur ces questions-là, nous, Européens, depuis pas mal de temps, et que les deux événements qui ont été le Brexit en 2016 et l'élection de Trump en 2016 a montré qu'en effet, la guerre économique, ça existait, que ça avait une vraie réalité. Or, il y a un décalage total entre cette réalité et son absence de conception
au sein du monde académique, donc de l'université. Donc tout mon travail à travers des bouquins sur l'histoire de la guerre économique, des bouquins sur la politique, les fondements politiques, aujourd'hui sur les fondements juridiques, eh bien c'est de participer, de relancer un débat au sein de l'université, parce que sans l'université, on ne pourra pas nourrir les politiques, on ne pourra pas nourrir les chefs d'entreprise sur ce monde qui sera de plus en plus dur dans les années qui viennent. Arnaud de Bresson est dans la salle, je pense. C'est lui qui était censé te torturer. Ah ouais. Mais il a donc quelques questions, quelques remarques peut-être. Peut-être juste une ou deux questions. D'abord, le sujet central, c'est le sujet de notre souveraineté économique à la fois française et européenne. Dans notre domaine, la finance, la place financière de Paris, on est au premier chef concerné. Vous parlez des banques françaises qui ont été attaquées par les réglementations extraterritoriales américaines. Et puis aujourd'hui, on a le grand débat sur les normes, notamment les normes prudentielles de Bâle qui ont été imaginées avec les Américains après la crise américaine et qui aujourd'hui s'imposent aux banques européennes et plus aux banques américaines. Donc on est très concerné par cela. Moi, la question majeure et le point majeur que je retiens également de votre ouvrage, de votre approche, c'est la question posée à l'Europe. Que fait l'Europe? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots supplémentaires là-dessus, sur ce que vous voudriez que l'Europe fasse et comment elle procède? Très clairement, l'Europe ne fait rien. Ça fait un quart de siècle que je me rends à Bruxelles pour les interroger. Ils ont des textes sur la sécurité concernant la prolifération nucléaire, concernant le terrorisme, le changement climatique, l'immigration. Et quand on leur demande quels sont les textes doctrinaires sur la sécurité de 500 millions d'Européens, sécurité économique, eh bien, c'est le vide le plus total. D'où l'urgence de relancer cette réflexion à partir de Paris, de la France, et après de nourrir sans doute l'Europe avec nos amis européens. Le virus va peut-être nous aider. Très bien. Merci à vous deux. Bravo. Alors, deuxième absent, Mathieu Laine, qui, comme vous le savez, vit en Angleterre et qui a vite regagné l'Angleterre, craignant que la frontière se referme rapidement. Je crois que aussi Hélène Ray vit en Angleterre, mais voilà, il y a une lourde menace, semble-t-il, sur les frontières. Alors, le professeur Daniel Vitry avait préparé, avec lui d'ailleurs, a préparé avec Mathieu Laine questions-réponses. Il vous prie, bien entendu, Mathieu, de l'excuser. Bravo, professeur Daniel Vitry, pour 2 minutes, quelques Alors, Mathieu Laine a une qualité supplémentaire à celle que tu viens d'énoncer, c'est qu'il est père de 6 enfants. Et sa crainte, c'était de se retrouver bloqué à Paris ce soir, sa femme et ses 6 enfants là-bas, et que ça dure un mois. Donc il est reparti ce matin à toute vitesse. Donc, dans une deuxième étape, on rediscutera des bouquins. C'est ça. Là, il a publié un bouquin qui s'appelle « Il faut sauver le monde libre ». En fait, c'est un bouquin dans lequel il explique ce que certains d'entre vous ont déjà lu dans ces différents articles ici ou là, d'où vient le niveau qu'on a réussi à atteindre, le niveau de bien-être, je dirais, qu'on a réussi à atteindre en Occident essentiellement, et quelles sont les menaces, d'où ça vient et comment ça vient. Et puis d'autre part, quelles sont les menaces qui pèsent, quels sont les risques qu'on encourt face à ce développement. Qu'est-ce qui peut nous mettre tout ce système par terre? Et l'origine de notre bien-être, c'est essentiellement la liberté. Il va démontrer, il va analyser la liberté, le contenu de la liberté, etc. On en reparlera tout à l'heure. Et la menace, évidemment, c'est tout ce qui menace la liberté ou qui prennent la liberté au sens du je fais ce que je veux et tant pis pour toi, et qu'il faut absolument éviter. Donc, si vous voulez, c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant. Alors, au moment de la remise des prix, du coup, je lui ai posé les questions que je lui aurais posées ici par téléphone ce matin, et il m'en a fait la réponse.
Il m'en a fait la réponse. Donc je vous lirai sa réponse. Pourquoi je vous dis je vous le lirai? Parce qu'évidemment, il n'y a pas un mot qui sera de moi. Ce sera que lui qui va vous répondre aux questions que je vais lui poser. À tout à l'heure. C'est bien d'être prudent. Merci beaucoup à toi, Daniel. Bien, alors, nous avons donc épuisé cette première séquence. Nous allons passer donc à la deuxième séquence et j'appelle à mes côtés Philippe Dessertine pour donc procéder à la remise des prix spéciaux. Cher Philippe, tout le monde connaît Philippe, hein, donc, mais ça n'empêche pas de l'applaudir quand même. Hein. Alors, cher Philippe, première chose, donc... tu me calmes, d'accord. Non, c'est bon. Première chose, donc, tu es le directeur général de l'IFI, donc un mot quand même d'abord sur l'IFI. Alors c'est au président de l'association des anciens de l'IFI. Il y a plein d'anciens d'IFI dans la salle. Vraiment vous dire à quel point nous sommes ravis, comme tous les ans, d'être ici pour le prix Turgot, qui est en réalité l'esprit de l'IFI, c'est-à-dire s'intéresser à la pensée économique et financière, s'intéresser à tout ce que ça signifie en termes de changement par rapport aux compétences que doivent avoir les financiers sur le terrain, que doivent avoir les économistes sur le terrain. Et donc à chaque fois, effectivement, quelque chose qui est en résonance complète avec la façon dont nous changeons les programmes. Nous avons aujourd'hui fait évoluer l'IFI pour que cette année, nous ayons un certain nombre de certificats attachés notamment à la finance verte et environnementale, attachés notamment à la question de blockchain, tokenisation et crypto-monnaie. Et nous avons aussi développé depuis cette année, en lien avec l'Université de Paris 2, que représente notre cher ami Daniel Vitry à l'instant, un DBA, donc un Doctorate in Business Administration. Notre partenariat le plus fort aussi est celui avec l'IAE de Paris, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son directeur, Éric Lamarck, le professeur Éric Lamarck, était là jusqu'à quelques instants. Je crois qu'il a dû repartir lui aussi. Et donc voilà, l'IFI, c'est tout ça. Et c'est un bonheur toujours de pouvoir participer et d'être à vos côtés pour cette remise de prix. Merci beaucoup Philippe. Alors, on est toujours extrêmement fiers de notre collaboration, et notamment à travers la collection Turgot, mais je pense que ça marche. Hein. Ça marche, oui, là, oui. Notamment à travers la collection Turgot, dont d'ailleurs le grand animateur est le professeur Puchart, qu'on a vu tout à l'heure, et qui, donc cette collection a déjà publié 13 ouvrages, et cette année est sorti donc un ouvrage que vous devez voir ici, qui s'appelle « La transformation des entreprises à l'ère Figital ». Alors, Figital, tout le monde sait ce que ça veut dire, bien entendu. Et donc, cet ouvrage est écrit en collaboration avec André-Paul Bahuon, qui est le président du CCEF, qui est donc là. Venez peut-être une minute si vous voulez dire un mot sur votre ouvrage. Vraiment une minute, mais... c'est donc le premier ouvrage de cette année dans la collection Turgot. Il y en a donc deux autres qui sont en préparation. Un qui sera donc dirigé par Philippe lui-même sur donc un grand sujet qui est celui des taux d'intérêt négatifs, et un autre qui sera co-dirigé par le professeur Christian de Boissieu et Dominique Chéneau sur le patriotisme économique. Mais tout ça, c'est dans les tuyaux pour l'instant. Et j'espère que ce sera la production de la fin de l'année sous le couvert, bien entendu, du Cercle Turgot et de son président. Alors, un mot, messieurs, rapide sur votre ouvrage. C'est quoi l'ère Figital? D'abord, c'est de retrouver l'université, l'entreprise et ses conseils pour travailler ensemble dans la transformation des entreprises au moment où la data, la blockchain et je dirais l'économie responsable viennent frapper à la porte de toutes les entreprises. Et on s'est interrogé tous ensemble à voir ces moments de transformation, les nouveaux risques que l'on avait à approcher dans l'entreprise. Évidemment, la proximité avec le physique, mais en même temps la dynamique avec le digital, d'où le figital, et puis évidemment s'intéresser à la stratégie des entreprises socialement responsables et voir comment des acteurs du quotidien, que sont les conseils, que sont les agents de transformation à l'intérieur des entreprises, peuvent transformer ces entreprises. Et évidemment, la vue universitaire a été essentielle aussi
pour conduire notre étude. Voilà, donc merci évidemment aux universités de Paris 1 et Montpellier qu'a rassemblé Jean-Jacques, au conseil avocats, experts comptables, consultants qui ont travaillé, et puis à des agents de transformation comme des responsables de la transformation digitale dans des grands groupes qui nous ont permis de voir un petit peu de nouveaux horizons. En tout cas, c'est une correction exceptionnelle. Merci Jean-Jacques aussi. Enfin, on va te revoir encore tout à l'heure, donc tout le monde te connaît maintenant. Ok. Et je rappelle que vous aviez été primé l'année dernière par un prix d'honneur, autant que je me souviens. Bravo. Donc, vous pouvez tous vous procurer cet excellent ouvrage chez Wiber. Bravo à vous. Alors, cette fois-ci, nous arrivons véritablement donc à la remise des prix spéciaux. Et donc, nous allons commencer par la première de la série. Il s'agit du prix du jeune talent qui a été décerné à Madame Camille Baudouin pour stratégie bancaire et réglementation chez Duno. Madame Camille Baudouin. Philippe la salue, et c'est donc Monsieur le directeur général de la Fondation de Michelin qui va lui remettre son prix. Et c'est cette jeune demoiselle qui va me le donner peut-être, ou qui va donner à ce monsieur. Voilà parfaitement ce magnifique trophée qui est réalisé comme chaque année par l'École nationale du verre de cette bonne ville de Moulins, qui vient d'être classé d'ailleurs comme campus d'excellence et qui nous fait chaque année ces merveilleux trophées qui revient donc maintenant pour la première fois à Camille Baudouin. Cher ami, je vous laisse le soin de remettre ce trophée à Camille. Voilà. Je me remets sans rien dire, puisque je suis privé de micro, mais en tout cas, je trouve excellent votre thème d'ouvrage, qui est de nous redonner confiance dans les banques, en dépit de la lourdeur réglementaire qui les accable depuis quelques années. Vous nous laissez espérer qu'elles vont être capables de réinventer leur business model, qu'avec l'intelligence artificielle, les robots et bien d'autres dispositifs, elles vont pouvoir sortir de cette espèce d'embrouille réglementaire dans laquelle elles se trouvent depuis quelques années. J'aimerais travailler dans une banque, ce qui n'est pas le cas, parce que là, vous me redonneriez espoir. Donc, merci pour ça. Camille, un mot. Un bref mot. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très honorée d'avoir ce prix. Dans cet ouvrage, j'essaye de montrer juste là. Merci. J'ai essayé de défendre l'idée que la réglementation bancaire est certes devenue un enjeu crucial et évidemment très important pour les banques, pour des bonnes raisons. La dernière crise financière a montré les faiblesses de notre système. Mais c'est surtout que face à ces enjeux-là, dans l'environnement, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être essayer de tirer parti justement de cette pression réglementaire, de ces contraintes-là, essayer de prendre un peu de recul pour véritablement l'intégrer dans la démarche stratégique de la banque, essayer de peut-être être plus acteur de sa mise en conformité pour essayer de peut-être un peu moins la subir et véritablement essayer d'en dégager un avantage concurrentiel qui permettrait du coup à certaines banques d'être encore plus pérennes et réussir leur mission de financer l'économie. Voilà. Donc faire de la réglementation une opportunité, c'est déjà le faire. Bravo. Bravo Camille. Bravo. Merci Philippe merci à la Fondation pour son soutien. Alors, nous passons donc, merci Camille, on se retrouve tout à l'heure. Nous passons maintenant donc au deuxième prix spécial. Il s'agit du prix des ouvrages collectifs, parce que vous savez que le prix de l'édition ne peut recevoir que des auteurs à titre personnel. Et donc, prix collectif qui revient à la finance mutualiste, dirigée par le professeur Michel Roux. Vous voulez qu'on vous aide, monsieur le professeur? Non, c'est bon. Le professeur Michel Roux, que tout le monde connaît. Et c'est donc Vincent Remet, qui est le conseiller du président Combes, président du groupe Viel, qui va lui remettre son prix. Merci Vincent. Merci. C'est lourd, hein, donc c'est... Voilà. Vincent, à toi. Alors, j'en mets d'abord. Merci.
Bon, écoutez, nous, on est très, au nom de mon président, très content de remettre ce prix à un secteur de la finance avec qui on a beaucoup de partenariats, on travaille beaucoup, et dans lequel j'ai aussi beaucoup d'amis. Donc voilà, c'est un secteur qui nous est cher. On précise que c'est publié chez la Revue d'économie financière, qui a été un des grands prix d'honneur, le seul grand prix d'honneur collectif. Dont le directeur Olivier Pastré est parmi nous. Et le directeur Olivier Pastré, il est toujours discret, mais il va quand même venir pour la photo, Olivier. Il n'est pas timide, notre Olivier. Olivier, tu es obligé, là, pour la Revue d'économie financière. Olivier. Non, il ne veut pas. Non, il veut très pas. bien. Bon, non, très bien. Donc, c'est le professeur. directeur de la collection. On connaît le talent d'Olivier. Qui ne connaît pas Olivier Pastré? Monsieur le professeur. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Donc l'objectif très rapidement de cet ouvrage était de présenter une sphère financière mutualiste qui est très peu connue, à la fois du grand public, alors qu'elle occupe une position de leader, à la fois que ce soit dans le domaine de la banque avec les banques coopératives, puisque 60% des dépôts, c'est le fait de banques coopératives, et puis dans le domaine des assurances, un véhicule de particulier sur deux est assuré par des mutuelles, idem dans le domaine de la santé. Donc l'objectif était de présenter un petit peu cette sphère d'une façon objective, avec l'avis de professionnels, d'universitaires, pour panacher un petit peu les points de vue, montrer les forces et les faiblesses de cette sphère. Et puis l'idée aussi directrice, c'était de présenter un petit peu les défis à la fois, on en a parlé pour les banques, puisqu'elles sont aussi concernées, défis réglementaires, mais aussi la digitalisation, l'arrivée de nouveaux acteurs, tout ça est quand même un questionnement relativement important pour cette sphère. Un dernier mot. Je suis né au Mans et mon père a travaillé au Mutuel du Mans. Donc j'ai baigné dans ce secteur. Très bien. Résurrection. Merci beaucoup. Très bien. Bravo, merci. Messieurs les photographes, vous avez pu prendre des photos. Les photos sont prises, c'est parfait. Attendez, monsieur le professeur. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci. Encore bravo, avec des contributeurs absolument prestigieux, dont notamment le président du Crédit Mutuel et du Crédit Coopératif. Merci à vous. Donc, troisième grand prix qui va être remis. Il s'agit du prix des directeurs financiers de la DFCG Turgot, qui est remis à messieurs Victor Fouquet et Jean-Baptiste Noé pour leur ouvrage « La révolte fiscale ». Chez je ne sais plus qui, vous nous le direz tout à l'heure. Messieurs, si vous voulez bien venir. Et donc, ce prix sera remis par le vice-président de la DFCG, qui est notre partenaire de longue date, qui est donc monsieur Emmanuel Millard. Monsieur Emmanuel Millard. Messieurs, bravo. Félicitations. Voilà. Avec Philippe, monsieur Emmanuel Millard, le président de la DFCG. Voilà, je vous laisse passer là. Allez-y. Oui, alors je suis très honoré. J'excuse tout d'abord le président Bacrotte qui a effectivement été retenu à Londres. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors ça me rappelle beaucoup de souvenirs puisque j'ai passé quelques années à la direction du budget. Donc je suis toujours ravi de venir ici. Et en tout cas, je voulais aussi vous féliciter pour l'originalité de votre ouvrage qui pose un certain nombre de réflexions, à la fois sur la place de l'État, sur le rôle de l'impôt et à l'aune finalement de ce qui a pu se passer récemment, il y a peu de temps, sur cette révolte, ou révolte en tout cas, des Gilets jaunes. Et en tout cas, merci parce qu'effectivement, c'est tout à fait éclairant. Ça nous ouvre un peu sur une vision un petit peu différente, peut-être pas de l'économie, mais en tout cas de la fiscalité. Donc bravo et bonne continuation. Merci. Merci à vous. Alors, un mot quand même, les auteurs, vous avez certainement des choses à nous dire. Je crois que vous cherchez une fiscalité juste. Alors, vous savez, on la cherche tous. Vous l'avez trouvé, vous? Oui, l'impôt est un sujet sans fin. Donc, voilà, c'est un sujet dont on pourra reparler encore dans 1 ou 2 siècles, puisque Turgot déjà en parlait il y a 250 ans. Donc c'est le grand avantage de la France, c'est que la révolution fiscale est un sujet qui est toujours d'actualité, l'impôt aussi, et en plus c'est un sujet qui est en augmentation constante. Donc on sait qu'on pourra de nouveau le traiter dans quelques années sans aucune difficulté. Lequel des deux est au Sénat? Je ne sais plus. Ici. C'est vous. D'accord, vous allez dire un mot. Oui, donc l'objectif de SLIP, c'était de contribuer au débat public sur la fiscalité, qui est quasiment permanent, et qui a pour autre caractéristique d'être très souvent mal étayé. On s'aperçoit qu'il y a une contribution des écrits, notamment de l'École française d'économie politique au XIXe siècle. Jean-Baptiste évoquait Turgot, mais on pourrait
évoqué également Jean-Baptiste Ossé, Frédéric Bastiat. Il y a un stock de connaissances extrêmement étendu. Et l'objectif de ce livre, c'était de comprendre, notamment de tracer le récit des révoltes fiscales, mais aussi d'en comprendre l'origine en sollicitant les concepts de la fiscalité qui sont permanents depuis 200 ans en France et qu'on oublie souvent, malheureusement. D'accord, écoutez, bravo, merci. Je salue aussi au passage. On va prendre une photo, la photo est prise. On va prendre la photo. Rapprochez-vous. Voilà, parfait. Merci. Donc, je salue donc au passage Madame Frédérique Henry de la communication du Sénat qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Donc, 4e prix spécial, c'est celui de l'économie numérique. Et pour ce faire, nous allons avoir une vidéo parce qu'elle a été décernée, donc ce prix, à Monsieur Yann Lequin pour Quand la machine apprend, qu'il a publié chez Odile Jacob. Et malheureusement, il est lui aussi prisonnier de Washington. Et donc, il nous a par contre enregistré une vidéo que je demande maintenant à la régie, à je ne sais qui, de lancer. Voilà. Bonjour. Je dois tout d'abord vous exprimer mon très profond regret de ne pas pouvoir être présent parmi vous. Mais je tiens aussi à remercier très chaleureusement le jury d'avoir choisi mon livre pour le prix Turgot de l'économie numérique. C'est un immense honneur pour moi. Mon livre, paru aux éditions Odile Jacob en octobre dernier, s'intitule « Quand la machine apprend ». Les premiers chapitres retracent l'histoire de l'intelligence artificielle et une partie de mon parcours, de ma carrière, de mon parcours scientifique. Je décris en particulier la révolution qui s'est déroulée au cours de cette dernière décennie, apportée par les techniques d'apprentissage profond, de deep learning en anglais. Le cœur du livre donne les principes de l'apprentissage machine ainsi que du deep learning et explique les méthodes qui sont utilisées dans des grandes applications qui sont apparues ces dernières années comme la reconnaissance d'images, la compréhension de la langue ou encore la traduction. D'ores et déjà, l'intelligence artificielle aujourd'hui sauve des vies, par exemple dans les systèmes d'aide à la conduite qui permettent de réduire les collisions de voitures de 40% sur les routes. Les systèmes d'analyse médicale, d'analyse d'images médicales qui détectent des tumeurs dans les images, des cancers du sein, des cancers de la peau, etc. Et puis les systèmes de filtrage d'informations utilisés par les réseaux sociaux et les services en ligne qui permettent d'intercepter des appels à la violence, des discours de haine ou même des tentatives d'ingérence dans les élections et d'influence de l'opinion publique. L'IA fait aussi progresser la science. Il y a beaucoup d'applications de l'IA dans l'astrophysique, la science des matériaux, la chimie, la biologie, la génomique, les neurosciences, les sciences sociales. Et avec l'IA, on découvre de nouveaux médicaments, de nouveaux types d'antibiotiques, par exemple, et on comprend mieux les mécanismes de la vie. Les derniers chapitres du livre parlent des limitations des méthodes actuelles d'IA et spéculent sur les progrès futurs. Aujourd'hui, l'IA est quand même très limitée. On est forcé d'utiliser des méthodes d'apprentissage pour entraîner les machines, qu'on appelle l'apprentissage supervisé ou l'apprentissage par renforcement, qui sont en fait très inférieurs au type d'apprentissage qu'on peut observer chez les animaux et chez les humains. On est encore donc très loin de pouvoir reproduire l'intelligence des humains et même aussi celle des animaux. En particulier, on ne sait pas quel type d'apprentissage les humains et les animaux utilisent pour acquérir une sorte de sens commun. Et j'aime à dire quelquefois que les meilleurs systèmes d'IA ont en fait moins de sens commun qu'un chef d'outil. Malgré tout, de nombreuses équipes de par le monde travaillent d'arrache-pied pour faire des progrès significatifs et pour découvrir de nouvelles méthodes d'apprentissage qui permettraient aux machines de passer à la vitesse supérieure et peut-être un jour d'égaler l'intelligence humaine. En fait, il ne fait presque aucun doute que cet événement arrivera dans le futur. Ça va probablement prendre plusieurs décennies, peut-être même des siècles.
À la fin du livre, j'essaie de répondre à de nombreuses questions que de nombreuses personnes se posent sur l'intelligence artificielle. Quel sera l'impact de l'IA sur l'économie? Quel sera son impact sur la société? Bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est les machines super intelligentes voudront-elles dominer le monde à la manière des scénarios d'œuvres de science-fiction? Et je réponds que non. J'ai une réponse un petit peu rassurante. Mais il y a quand même une grosse question qui est de savoir comment faire en sorte que les valeurs morales, ou disons les valeurs qui piloteront le comportement de ces machines, comment faire en sorte qu'ils soient alignés aux valeurs humaines. C'est une question qui n'est pas très urgente, puisqu'on n'a pas encore les techniques pour faire des machines très intelligentes. Mais c'est une spéculation très intéressante. Je remercie donc encore le jury de m'avoir attribué ce prix et j'exprime encore mes regrets de ne pas pouvoir être parmi vous. Nous allons donc, comme vous l'avez compris, donc il n'a pas de représentant. Donc c'est Philippe Alzard qui est membre du comité de présélection qui va venir donc, et on en a convenu avec lui, recevoir ce prix au nom aussi de l'éditeur Odile Jacob qui est confiné dans ses locaux. Donc, si vous voulez bien apporter ceci. Donc, Philippe, tu es chargé donc de lui remettre ce prix parce qu'il a convenu avec nous de participer à un débat avec M. Houdet et avec Bretman. Un mot peut-être de la sélection que tu as. Oui, est-ce que tu as retenu de cette sélection? Un mot rapide, oui, de la sélection. Et puis, c'est juste pour dire que c'est une journée très particulière pour moi aujourd'hui. C'est une journée, à cause du virus, j'ai connu probablement la pire journée de ma vie de trader aujourd'hui, puisque l'indice boursier parisien a dévissé de façon extraordinaire. Et puis, grâce au virus, eh ben, j'ai l'honneur de recevoir ce prix aujourd'hui. Donc, par procuration. Et j'ai eu la chance d'échanger pas mal avec Yann ces derniers temps pour préparer un petit peu tout ça, et notamment encore ce matin quand on lui a envoyé la vidéo. Donc, j'ai qu'une chose à dire, c'est que moi j'ai eu la chance de chroniquer ce livre l'année dernière. C'est un livre absolument passionnant que je vous engage tous à lire, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et il y en a vraiment pour tous les niveaux. C'est un livre qui peut être très ardu également, parce que d'un point de vue mathématique ou informatique, pour ceux que ça peut passionner. Mais également, on apprend énormément, oui, parce que c'est quand même Yann est connu comme étant le père du deep learning qui a reçu. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Merci pour lui en tout cas. Bravo et merci pour tout ce que vous faites dans le club de présélection. Merci à vous. Bon, eh bien, écoutez, il y avait un autre prix. Bon, celui-là, la personne qui était donc l'ambassadeur Fatala Sijilmassi, qui devait le recevoir, bien entendu, et étant au Maroc, il n'a pas pu se rendre. On lui remettra en temps utile avec le président Steve Gentilly, président du Forum francophone des affaires. Voilà. Merci Philippe. Merci. Encore bravo. On se retrouve tout à l'heure pour la grande photo. Donc, nous arrivons donc maintenant à la troisième partie finale, donc le palmarès, et j'appelle bien sûr à mes côtés le président Michel Bon. Alors, cher Michel, on va commencer donc cette proclamation du palmarès en commençant donc par Madame Hélène Rey. Et je vous laisse, vous pouvez vous mettre peut-être là. Si vous voulez. Oui. Très bien. Voilà. Bon. J'aurais voulu, Madame, vous présenter une salle plus garnie. Normalement, on devrait être 500. Nous sommes 10 fois moins. J'aurais surtout voulu que ce soit Jean-Claude Trichet qui vous remette ce prix. Parce qu'il vous connaît et il vous estime grandement. Et il est le président du jury. Moi, je ne suis qu'un modeste membre de ce jury. Et voilà. Bon. Malheureusement, ce n'est pas nous qui fixons la date, c'est le ministre. Et ce jour-là, il est à Washington, donc il ne peut pas le faire. Il m'a demandé de le remplacer. Alors, évidemment, dans les remises de prix, on fait toujours un petit compliment, parce que c'est mérité, finalement. Et je mesure bien que le compliment qui vient d'un humble acteur d'épicerie, de téléphonie, c'est sympa, mais enfin, Jean-Claude Trichet, président de la BCE, remettant le prix à une personne qui a pensé et inspiré l'action des banquiers centraux, ça aurait eu quand même une autre allure. Mais enfin, voilà, on fait avec ce qu'on a, Madame.
Alors, en revanche, ça me pousse quand même à être bref. Parce que d'abord, tous ceux qui sont là sont plus ou moins des économistes et donc connaissent votre œuvre. Et tous le lisent, tous lisent, comme je le fais moi-même avec régal, vos chroniques régulières dans le journal Les Échos. Je me bornerai donc à vous exprimer 3 fois merci. Merci d'abord d'être là ce soir, parce que des prix, je le sais d'ailleurs, c'est marqué dans votre bio, vous en avez de quoi tapisser tous les murs de votre maison. Et donc, un de plus, un de moins, à mon avis, ça ne vous fait pas grand-chose. C'est le prix Turgot que vous honorez, ce n'est pas le contraire. Et puis, je voudrais vous remercier aussi de votre contribution à la science économique, qui est notre sujet commun ici ce soir. Votre cœur de sujet, qui est l'articulation entre les cycles économiques et les politiques monétaires, est quelque chose qui ne sert pas seulement quand il y a le coronavirus, qui sert tout le temps. Et ce que vous avez établi a inspiré et modifié l'action des gouvernements et des banquiers centraux, ce n'est pas rien quand même. Et enfin, mon dernier merci sera de nous montrer ce que devrait être un économiste. Bien loin de rabâcher son sujet de thèse pendant toute sa vie, il est là pour nous éclairer sur les sujets du jour, ceux qui se présentent à nous. Et Dieu sait qu'on en a. On a un livre qui s'appelle le climat après la fin du mois. La fin du mois de mars, c'est loin, 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 loin. Donc, voilà. Il me semble que c'est exactement ce que vous faites, de nous éclairer sur les sujets du jour. Et c'est ce modèle-là que le prix Turgot entend honorer chaque année. Et vous en êtes un prestigieux exemple. Je vous laisse le micro. Merci, madame. Merci, Hélène. On s'embrasse pas. Alors, on va peut-être, avant de vous passer la parole, parce que vous faites une communication, demander au directeur général de Kiriba, M. Serge Maslia, de vous remettre votre trophée. Il est membre du jury et c'est un de nos amis fidèles de très longue date. Michel, vous remettez le diplôme, sauf un diplôme de plus. Et Serge, donc, remet ce magnifique trophée. C'est surtout pour la photo, là. Hein, c'est surtout pour la photo. Avançons-nous. Voilà, parfait. Quand même, il y a le virus. Pas trop, mais enfin. Recule, d'accord, parfait. Tu veux dire un petit mot peut-être ? Oui, vas-y. Alors, juste dire qu'effectivement, c'est quand même un insigne honneur de remettre ce prix à une personne, à une économiste aussi émérite que Hélène Rey, pour les travaux que tout le monde connaît sur la macroéconomie internationale, sur les systèmes monétaires, sur les flux de capitaux, les devises et l'échange. Et dans ces temps agités qui impliquent la volatilité que nous connaissons sur ces échanges et sur ces devises, je crois que, comme l'a dit le président Bon, les économistes et les banquiers centraux sont les plus inspirés à suivre les travaux de madame. Bravo. Chère Hélène, vous avez le micro pour une dizaine de minutes. Ce sera plus court. Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci beaucoup pour tous ces propos qui sont bien trop élogieux. Et certainement, on n'est jamais blasé de recevoir un prix pareil. Donc, je suis absolument très honorée, en particulier quand je pense aux prédécesseurs très illustres qui ont reçu ce prix. Et donc, je suis très heureuse d'avoir traversé le Channel ce matin. Et j'espère juste que je pourrai le retraverser ce soir. Mais c'est quelque chose que nous verrons en temps voulu. Donc, je voudrais discuter un petit peu justement du point de départ de ma recherche qui a à voir avec pas mal la coopération internationale. J'ai beaucoup étudié le système monétaire international en particulier et l'importance de la coopération, en particulier en temps de crise. Et donc j'ai fait des travaux sur ce qui se passe en termes de transmission des politiques monétaires, en particulier de la politique monétaire de la Réserve fédérale, ce qui se passe en termes de transmission par les taux de change, mais aussi par les flux de capitaux et par la stabilité financière.
Et je dois dire que la création des institutions de Bretton Woods et de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale nous a vraiment montré la voie, car en temps de crise, très souvent, il faut gérer les choses ensemble. Et on l'a bien vu encore une fois avec la crise de 2008. Et là, il y a eu d'une certaine façon une prise de conscience et une action collective, en particulier en 2009, où les gens ont essayé de coordonner leur politique monétaire et dans une certaine mesure aussi budgétaire. Malheureusement, la situation actuelle, avec un président des États-Unis délinquant et une Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne, montre une régression très importante du point de vue du multilatéralisme. Alors je pourrais disserter sur le Brexit pendant pas mal de temps, mais je crois que je ne vais pas le faire ce soir. Mais cette situation qui est vraiment, il me semble, une déliquescence du multilatéralisme à laquelle nous assistons, rend cette période de crise sanitaire peut-être encore plus... dans cette période, il est encore plus important qu'il y ait une réponse qui soit coordonnée au point de vue au moins de l'Union européenne. Et il est absolument crucial que les pays de l'Union européenne réagissent de façon très forte et immédiate, bien sûr chez eux, mais aussi de façon jointe et coordonnée. C'est vraiment un moment clé qui peut redéfinir l'Europe. Et c'est pour cela que je pense qu'il serait souhaitable que le Conseil de l'Europe, donc les chefs d'État, fassent très vite une déclaration jointe par téléconférence, si nécessaire, donnant les principes fondamentaux de leurs actions aux citoyens européens et allouant des ressources très importantes à la lutte contre le virus d'un point de vue médical, ainsi qu'au soutien de l'économie. Le Conseil européen devrait aussi, à mon avis, montrer une solidarité très généreuse envers les plus affectés. Et là, on pense bien sûr à l'Italie. Milan et la Lombardie sont le poumon de l'Italie et la situation est assez dramatique. Du point de vue de la crise sanitaire, il faudra apprendre immédiatement des expériences de la Chine, de l'Italie et de Singapour en particulier, et agir vite. Et pour l'économie, il faut toute une série de mesures pour soutenir les entreprises, en particulier les petites et les moyennes entreprises, et aussi les ménages les plus exposés, en particulier avec des enfants, pour qu'ils puissent passer le cap, surtout si nous allons avoir des périodes de confinement un peu plus drastiques. Il faut non seulement des moratoires de paiement, mais aussi des transferts directs. Ce serait un bon moment pour faire le fameux helicopter drop of money, qui est une combinaison de politiques monétaires et budgétaires. Il faut bien sûr des liquidités pour le soutien aux trésoreries et pour le secteur financier, avec relâchement temporaire de certaines contraintes prudentielles. Et il faudra, une fois la pandémie sous contrôle, stimuler la demande par la politique monétaire et la politique budgétaire de façon massive. Il faut bien sûr, en ce moment, invoquer la clause d'exception de l'Union européenne pour les dépenses budgétaires. Il serait vraiment un summum de l'absurde, à mon avis, de se soucier des règles budgétaires dans les circonstances actuelles, étant donné la nature du choc auquel nous faisons face, qui est un choc qui va être violent et qui sera temporaire et qui est très exogène. Ce n'est pas le moment d'économiser. Comme en 2009, tout le monde est affecté. Et donc, ça devrait permettre de coordonner nos actions peut-être de façon un peu plus efficace que d'habitude. En tout cas, je pense vraiment que nous avons à la fois l'occasion et l'obligation de montrer l'efficacité d'une stratégie européenne forte pour aider tous les citoyens européens, et c'est vraiment le bon moment pour le faire. Merci. Voilà, Hélène, donc le Grand Prix d'honneur pour l'ensemble de votre œuvre, qui n'est loin d'être fini. J'espère. Moi aussi. Très bien, merci à vous. Merci. Donc, alors, ok, nous allons donc continuer la proclamation du palmarès en commençant, on va dire, par les mentions d'honneur pour ensuite terminer par le Grand Prix. C'est un travail assez cruel parce qu'en vérité, ils sont 5 et chaque fois que je vais donner le nom de l'un, avant la fin, il se dira c'est pas moi.
Donc je crée beaucoup de désespoir chez celui-là. Mais alors, en revanche, les 4 autres, puis les 3 autres, puis les 2 autres se sentent un peu mieux. Et vous le comprenez facilement en économiste que vous êtes, c'est finalement quand même gagnant, quoi. Donc je vais appeler d'abord, pour commencer, 2 mentions d'honneur ex aequo, en commençant par celle de Bernard Gazier et Héloïse Petit. Il y en a 2, donc un là et un là. Alors ça tombe bien. Je donne la plus lourde. Ah oui, c'est ça. Vous avez le deuxième ou pas? Le diplôme, il y en a. Ah bon, il y voilà. en a 2. Ah, il y en a 2. Ah, Ah bon, oui, ben, oui, alors, voilà, voilà, c'est quand même. Bon, voilà. OK. OK. Voilà, félicitations. On va prendre une photo, bien entendu. Parfait. Voilà. Félicitations. Un dernier mot peut-être pour votre... Oui, un mot qui va... dans le club très fermé. Oui, voilà, c'est ça. Un mot pour souligner notre inculture. Lorsque nous avons appris que nous étions nommés dans le cadre du prix Turgot, on s'est dit, ah ben l'économie financière, ils ont l'esprit large. Absolument. Voilà. C'est beaucoup plus que ça, parce que nous comprenons aujourd'hui qu'en fait, vous ouvrez le spectre entier de l'économie et nous vous en remercions vivement. Bravo. Merci à vous, vous êtes adorable. Merci. Merci à vous. Alors, ensuite, ex aequo, donc, avec Mathieu alors, il y en a un qui a dit l'aîné, l'autre qui a dit l'aine. On dit l'aine. Bon, Mathieu Laine, il n'est toujours pas là. Alors, il est toujours oui. là. Bon. Donc, on va faire comme avec Mélenchon, on va regarder l'hologramme, mais il n'y en a pas de... Non, mais alors, il y a Daniel Vitry, qui est toujours prêt à parler, là. Voilà, allons-y. Il va nous dire en 3 minutes quelques mots sur l'échange que vous avez eu donc, avec Mathieu Laine. Oui, si Mathieu Laine est... Alors, attends, juste une question. Oui. L'éditeur n'est pas là. L'éditeur, c'est Plomb. Non, il devait venir, mais bon, je suppose qu'il est prisonnier. Si Mathieu Laine avait été là, je vous aurais dit, et je continue à le dire, que c'est un bouquin extrêmement intéressant à lire, parce qu'il reprend, c'est un bouquin qui est très de culture extrêmement large. Aussi, c'est de l'économie, naturellement, de l'économie, de la finance, de la philo, de l'histoire, de la façon la plus agréable. C'est un bouquin qui est très agréable à lire, qui est d'une très grande culture. Il y a au moins 500 citations d'auteurs différents. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un recueil lourd. Par ailleurs, la culture grecque, il est là... Fusis et Nomos sont revenus comme ils l'étaient au bon vieux temps, c'est tout à fait intéressant. Alors, j'aurais néanmoins eu 3 questions à lui poser, si tu permets. Le livre, je vous le rappelle, s'appelle « Il faut sauver le monde libre ». La première question que je lui aurais posée, c'est « Il faut sauver le monde libre, certes, mais l'autre, qu'est-ce qu'on en fait ?» Alors, voilà la réponse. Et la réponse, je la cite, pardonnez-moi, je lis scrupuleusement. Alors, je parle beaucoup de l'autre monde dans mon livre, car tout est lié. C'est même l'une de mes préoccupations premières de remettre la lumière sur tout ce qui a fait le succès de notre civilisation. Non seulement pour nous remettre sur les bons rails, mais aussi pour que la société de confiance, comme disait Perfit, demeure un modèle pour le reste du monde. Le monde libre, tel que je l'ai défini, n'est plus cet ensemble géographique dont on parlait il y a plusieurs décennies. C'est un faisceau de valeurs essentielles, passé au tamis de l'histoire et guidé par le primat de la liberté, qu'il nous faut redécouvrir pour éviter qu'une partie du monde ne bascule dans la démocrature et la tentation technico-orwellienne d'inspiration chinoise. La deuxième question que je lui aurais posée était la suivante. Vous faites l'éloge de Turgot. Et effectivement, en gros, une dizaine de fois, il fait l'éloge de Turgot. Quel est le Turgot? Qui est Turgot aujourd'hui? À ce moment-là, je serais intervenu, je leur ai dit, vous savez, on a pour 3 minutes. Hein. Oui. Alors, voilà sa réponse. Voilà une question piège, mais je vais tenter de relever le défi. Je vous réponds sans hésiter.
Emmanuel Macron. Attention, pas dans ce qu'on retient trop souvent de Turgot quand on le connaît mal, à savoir l'échec politique et les premiers feux d'une révolution à venir. En revanche, quand on lit vraiment Turgot, ce que j'ai fait puisque j'ai financé la réédition de l'intégralité de son œuvre, on comprend que, 7 ou 8 points, je ne vais pas tous vous les donner, au bénéfice de la remarque de notre président. Turgot a été avant tout un amoureux de la liberté, comprenant notamment dans Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, publié en 1767, soit 9 ans après La richesse des nations d'Adam Smith, les vertus de la liberté économique, les ressorts de l'action humaine, le rôle moteur du capital dans la création de valeur, la mécanique de l'intérêt et de la valeur subjective, la place centrale de l'entrepreneur, de l'inventeur et du libre-échange dans l'économie, ainsi que la logique de l'offre et de la demande. Tout cela, Emmanuel Macron le comprend mieux que la plupart des hommes politiques que j'ai pu rencontrer, ce qui nourrit son action. Je vais vous donner simplement un élément ou 2 éléments du reste de sa réponse. Turgot était aussi un adepte du « en même temps ». Il a par exemple supprimé la corvée, un impôt non monétaire pesant sur les paysans, tout en créant une taxe sur les propriétaires fonciers. Turgot était, tout comme Emmanuel Macron, favorable à la liberté du travail, mais aussi, trop de gens l'oublient, à la question sociale. Le soulagement des hommes qui souffrent est le devoir de tous, écrivait Turgot, faisant de lui un authentique libéral, mais un libéral social. Pour finir, Turgot était un grand pédagogue de l'économie, et c'est aussi une qualité qu'on retrouve chez le président. Et la dernière question que je lui aurais posée... On va peut-être passer à la 5e question. 3e question. Ah ben alors s'il n'y a pas de 5e... Non, il n'y aura pas de 5e, rassurez-vous. L'État doit être plus simple et plus digital. C'est ce que dit Emmanuel Lenné. Et je lui demandais de ne pas parler de la question des retraites, parce que sans ça, il y en avait pour 3 heures. Et voilà ce qu'il nous dit. L'invasion de la bureaucratie freine l'initiative et favorise les insiders, puisqu'ils sont les leviers et les moyens de jongler dans la forêt des barrières administratives. Il y a encore beaucoup de choses à faire. En particulier, il s'agit de développer, d'augmenter la simplification, celle qui a été faite par le gouvernement dans la question, avec le prélèvement à la source, la loi Pacte, portée par Bruno Le Maire, qui contient également des volets dans ce sens. Et il aurait terminé en disant, je cite, « Il reste toutefois beaucoup à faire et un 2e mandat ne serait pas de trop. Mais je ne voudrais pas trop m'éloigner du propos principal, sauver le monde libre, c'est-à-dire non seulement notre liberté économique, mais aussi nos droits politiques fondamentaux. » Voilà. Bon. Alors on lui dira que vous avez défendu son livre comme un lion. Absolument, parfaitement défendu. D'ailleurs, c'était Jean-Claude Leland, président du groupe Argan, qui est notre partenaire officiel et très fidèle, qui devait remettre ce trophée. Nous sommes convenus que lorsque monsieur Laine ou Lenné, enfin comme on veut, Mathieu Lenné reviendra en France, on organisera un déjeuner débat et tu lui remettras directement ce trophée. Donc merci à toi, bravo. Et donc Michel, donc maintenant nous arrivons dans le dur. Alors maintenant nous arrivons au prix spécial Turgot de la recherche, qui est une nouveauté qu'on a faite cette année, parce qu'il y avait dans les 5 nominés un livre qui était quand même très pointu, en tous les cas pour nous en matière de recherche. Il s'agit du livre de Olivier Houdet, « L'intelligence humaine n'est pas un algorithme » chez Odile Jacob. Alors, il n'est pas là non plus. Alors, il n'est pas là non plus. Donc, et Alain de Marolles, qui devait remettre le prix, n'est pas là non plus. Donc, non, là, comme ça, donc on n'a pas le problème de... Finalement, j'aurais pu laisser parler Lionel Vitry un peu plus. Donc, on n'a pas le problème du face-à-face. Hein, okay, donc, alors, pour l'expédition, vous ne comptez pas sur moi, là. Non, alors attendez, simplement, ce que je veux dire
aux personnes qui reçoivent leur trophée, c'est que vous avez des cartons spéciaux pour les mettre, parce que c'est quand même, il faut faire attention. Donc n'oubliez pas de les prendre avant de partir avec ces trophées. Alors nous arrivons dans le dur là, parce que il y a le Grand Prix Turgot, ou le prix, je ne sais pas comment on l'appelle, et puis il y a le prix du jury. Quand même déjà pas mal. Pas mal. Et ce pas mal est allé cette année à Ali Laïdi pour son livre « Le droit, nouvelle arme de guerre économique ». Alors, vous avez déjà parlé, enfin, vous allez pouvoir redire un mot si vous voulez. On va vous remettre Pardon. Job Basile qui est dans la salle. Et Synthèse, il est remettre le prix. Alors le trophée, c'est vous. Et le diplôme, c'est Isabelle. C'est un grand plaisir. Tout le monde connaît Isabelle Job Basile, qui est à la fois donc chef économiste et qui est aussi donc à la haute autorité je ne sais plus quel au Conseil des finances publiques. Au Conseil, vous savez que c'est des affaires. Voilà. Donc on vous remet. Alors, voilà, on fait ça, on ne vous serre pas la main, mais on vous embrasse par moi. Et vous voulez nous dire un mot sur la photo. Oui, et donc un mot. La photo, allez, alors la photo d'abord. Venez là, Isabelle. C'est gentil. Isabelle. Non, j'ai juste pris une phrase que j'ai lue très récemment de Joseph Borrell, qui est donc le chef de la diplomatie européenne. Et alors tout à l'heure, je disais que l'Europe n'avait rien fait, mais l'Europe est en train de prendre conscience qu'elle n'avait rien fait. Il dit ceci dans un texte qui s'appelle « Miser sur la puissance européenne ». Il dit ceci: « Nous sommes entrés dans une ère de concurrence stratégique où certains dirigeants n'hésitent pas à recourir à la contrainte et à détourner des instruments économiques notamment pour en faire des armes. Nous autres, Européens, devons adapter nos schémas mentaux pour aborder le monde tel qu'il est et non tel que nous aimerions qu'il soit. » Et le plus intéressant, c'est là. « Pour éviter d'être la perdante de la concurrence à laquelle se livrent les États-Unis et la Chine, l'Union européenne doit réapprendre le langage de la force et se considérer comme un acteur géostratégique de premier plan. » Voilà, moi je veux simplement dire que l'Union européenne et la France n'a pas à avoir peur de sa puissance. C'est sa puissance qui lui permettra de rester l'Europe et de rester ce modèle européen auquel on tient tous. Merci pour ce message très Puisque j'ai lu le livre en tant que membre du jury. D'ailleurs, je remercie le jury de m'avoir donné l'opportunité de lire des livres passionnants. Je crois que je suis un petit peu plus intelligente aujourd'hui. Et de dire qu'en particulier le vôtre, je l'ai dévoré. C'est-à-dire que l'une fois qu'on l'ouvre, eh bien, on a du mal à le refermer parce qu'on apprend plein de choses et c'est passionnant. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Désolé d'avoir exercé un peu tous les agendas. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi à peu près le fil des choses, il apparaît sans doute que le gagnant du prix Turgot, de la 33e édition du prix Turgot, est Christian Gaulier pour son livre « Le climat avant la fin du mois ». Et c'est donc le directeur, le président du Cercle Turgot, Bruno Angle, qui va lui... Ah oui, c'est pas le bon. C'est celui-là. C'est la recherche. Voilà. Bruno, donc tu lui remets. D'ailleurs, on va prendre la photo, puis après tu pourras dire un mot. D'accord, allons-y. Parfait, voilà. Bruno, d'abord, peut-être un mot, puis ensuite, c'est le récipiendaire. Bien, vous connaissez l'histoire de ce chirurgien qui arrive dans la salle d'opération et qui voit un patient extrêmement inquiet sur le point de se faire anesthésier. Et il dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi inquiet ?» Et le patient lui répond « Mais docteur, parce que c'est la première fois. » Et le chirurgien lui dit « Mais vous en faites pas, moi aussi. » C'est effectivement la première fois que je remets... le prix Turgot. Je suis particulièrement heureux de le faire ici à Bercy et de remettre à Christian Gaulier pour cet ouvrage absolument remarquable, Le climat après la fin du mois. L'économie et la climatologie ont ceci de commun que ces deux sciences souvent mal comprises, qui sont assimilées par beaucoup à de la prospective, plutôt qu'à des sciences dures qui sont pourtant des sciences dures,
attachées à des réalités chiffrées qu'elle tente d'expliquer dans toute leur complexité. C'est donc des sciences qui ne sont pas le lieu de simples débats d'opinion, mais bien de l'affrontement d'hypothèses qui se trouvent testées avant d'être confirmées, affinées ou infirmées. Ces deux sciences ont également ceci en commun, qu'elles sont souvent victimes de contre-vérités dans les médias et de jugements péremptoires qui ne facilitent pas la bonne compréhension des enjeux. C'est donc pas un hasard d'ailleurs si la transition écologique, qui est un peu à la croisée de ces deux sciences, est doublement victime du traitement que je viens d'indiquer. Il était donc urgent d'avoir un ouvrage de référence qui fasse le point sur un certain nombre d'enjeux, qui démystifie ce sujet et qui traite au moins de 3 dimensions. D'abord, la question de la désirabilité économique des efforts proposés en faveur de la transition énergétique. Ensuite, l'évaluation des mérites de différentes propositions au vu d'un certain nombre d'expériences déjà effectuées. Et enfin, et je crois que le livre est tout à fait remarquable de ce point de vue, l'identification des difficultés de la solution en termes d'acceptabilité pour chacun au plan national et au plan international. Alors, je ne vais pas paraphraser davantage votre ouvrage. J'invite tous ceux dans la salle qui ne l'auraient pas encore lu à le lire. C'est absolument passionnant. Et pour mener un travail d'une telle ampleur, il fallait quelqu'un de la stature de Christian Gollier, qui, je le rappelle, a été lead-auteur du rapport 2007 du GIEC et président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. J'espère que ce livre sera dans toutes les poches lors de la prochaine COP. Je terminerai par 2 mots très simples. Félicitations et merci. Merci beaucoup, quel honneur. Je suis vraiment ému par cette désignation pour le Grand Prix Turgot. C'est un travail auquel je ne suis pas du tout habitué, c'est une première. C'est une première pour moi aussi, parce que j'ai écrit de nombreux livres de nature académique et scientifique. Celui-ci en est un aussi, mais il est sans équation, sans tableau, sans chiffres, sans tableau de chiffres, sans figures. C'est un livre que j'ai écrit en 2 mois, qui est un accouchement à la suite d'une frustration énorme dans le débat public français, en plein mouvement des Gilets jaunes. Sur l'extraordinaire incompréhension qui existe sur le sujet. Aujourd'hui, je pense en France, on a une chance énorme, c'est qu'on a dépassé le débat sur le climato-scepticisme. Aujourd'hui, l'essentiel de la population s'accorde avec des experts pour dire qu'il y a une origine humaine du changement climatique. Mais il reste un énorme problème, qui est celui de comment organiser la société pour faire en sorte que nous affrontions cette responsabilité envers les générations futures et que nous soyons capables de faire les efforts nécessaires, ceux qui sont compatibles avec l'intérêt général, bien compris des générations présentes et futures. Et cette incompréhension est d'autant plus frustrante que c'est vrai que les économistes sont souvent en désaccord sur plein de choses, mais sur le sujet du changement climatique, on est tous d'accord. Tous les experts, tous les économistes académiques dans le monde s'accordent pour dire que la solution existe et que cette solution est portée par un prix du carbone, que ce soit une taxe, que ce soit un marché de permis d'émission négociable. Il faut un prix. Et le fait que les Gilets jaunes nous disent non, mais ce n'est pas possible, il faut travailler autrement, reflète non pas un problème lié à l'instrument de la taxe, mais probablement une référence à une utopie dans une transition, dans la croyance d'une transition énergétique heureuse, alors qu'elle va nécessairement coûter des centaines de milliards d'euros au pouvoir d'achat des ménages en Europe dans les décennies à venir. Et donc c'est cette incompréhension qui m'a, cette incompréhension combinée avec ce consensus économique qui m'a poussé à écrire ce livre. Je remercie mon épouse de m'avoir supporté pendant ces quelques mois où mes week-ends et mes soirées ont été fort occupés. Et je suis assez impressionné aussi de voir que finalement l'académique, dans sa tour d'ivoire, parfois peut en descendre et être utile pour éclairer de ses connaissances un débat qui est encore en plein cours en France, en particulier avec cette convention citoyenne. Je ne pense pas que les 150 citoyens tirés au sort aient lu mon bouquin, mais je m'apprête à interagir avec eux dans les mois à venir à l'issue de la publication de leur rapport. Voilà. Je vous remercie beaucoup encore. Et merci pour Je vous remercie bien sûr pour cette contribution majeure, mais vous allez avoir une
surprise supplémentaire, puisque nous faisons réaliser par notre artiste préférée, Isabelle Bénet, une œuvre d'art que Hubert Rodari, qui est ici, va vous remettre, directeur général délégué du groupe SMA. Cette œuvre d'art est ici. C'est pas moi, ça? Si, voilà. Le Grand Prix, il est honoré par le Cercle Turgot et par le partenaire officiel. Alors on va se remettre là, tous ensemble. Voilà, comme ça, Hubert. Parfait. Merci beaucoup. Merci Hubert. Je crois que j'ai inversé le truc, mais c'est pas grave. D'accord. Bon, écoutez, je crois que c'est inespéré, mais je suis arrivé à l'échéance. Cette 33e édition, je peux vous dire que elle m'a un peu surprise. J'en ai fait 18. J'ai eu beaucoup de surprises, mais le virus, ça, je n'avais pas encore connu. Et donc, je pourrais dire enfin que j'ai une expérience complète des éditions du prix Turgot, mais je passe la parole à Michel. Non, je veux simplement vous dire qu'il est 19h22 et que jamais Jean-Louis Chambon n'a tenu son horaire comme aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on l'applaudisse quand même très, très vivement. Donc, je vous invite à descendre dans la grande salle pour ce cocktail. Merci vraiment d'avoir pu tenir ce... Vous voulez quoi me prendre? Oui, alors, tous les lauréats, s'il vous plaît. Peut-être devant, là, monsieur. Devant, là. Tous les lauréats, venez. Tous ceux qui ont reçu un prix. Venez là. Je me mets à côté de vous. Venez là. Voilà. Camille, etc. La photo de groupe. Très bien. On aurait pu dire... Vous au milieu. Parfait. Philippe Dessertines. Philippe, voilà. Charles Massia, viens là avec moi. Arnaud, viens là derrière. Allez. Le président. Le président, mets-toi devant si tu veux, Bruno. Viens là. Oui, tiens les deux. Voilà. Comme ça. Parfait. Jean-Claude. Allez, viens. Jean-Claude Hubert. Jean-Claude Hubert, ça sera terminé. Allez. Ah, c'est vraiment la photo de famille. Le président, on est avec vous. Vous faut se serrer un peu parce que là-bas, ça paraît très large. Allez, c'est parfait. Voilà, on est tous. Voilà. Allez, on est bon. Merci. On sourit. Une dose de sérotonine est en train de monter un tout petit peu. On est trop près. C'est bon? Voilà. Bravo. Allez,